Donc en fait, les objectifs de cet enseignement, c'est de vous aider en tant que médecin à confirmer ou infirmer parfois le diagnostic clinique que vous émettez, votre hypothèse. Que si l'hypothèse infectieuse se confirme, eh bien on vous aide à préciser l'étiologie infectieuse trouver les agents pathogènes qui sont responsables de l'infection chez votre patient. Et puis, en plus de ça, bien sûr, vous aider au traitement. Parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, on aime bien savoir comment traiter les patients au mieux. Alors, les notions à maîtriser, à retenir, les grandes notions à retenir de ce cours, c'est bien faire la différence entre le diagnostic microbiologique direct et le diagnostic indirect. On verra ça. On va vous parler du diagnostic avec et sans culture. Je pense que c'est important dans une période comme en ce moment où il y a une révolution technologique importante dans le domaine du diagnostic en microbiologie, que vous ayez bien en tête ces deux types de diagnostics. Les deux ont leurs avantages et leurs défauts. Donc il y aura quelques exemples avec différents types de prélèvements qui sont couramment reçus au laboratoire, et puis quelques mots sur la communication importante, indispensable entre les cliniciens et les microbiologistes, parce que en dehors de quelques cas simples, on tombe rapidement, surtout à l'hôpital, sur des cas complexes, et c'est important de pouvoir discuter en synergie pour pouvoir aboutir à une solution efficace pour votre patient. Donc les exemples qu'on verra, c'est les suppurations cutanées, les ECBU, les angines, les hémocultures et les LCR. Donc avant toute chose, l'analyse bactériologique ou virologique ou parasitologique, elle fait en général partie d'un bilan biologique plus large. Et en particulier, vous allez rechercher en général les marqueurs d'infection, comme peuvent l'être parfois une hyperleucocytose, c'est-à-dire une quantité plus élevée de polynucléaires neutrophiles dans le sang, ou éventuellement d'autres signes indirects. La liste n'est pas du tout exhaustive, comme une anémie par exemple. Puis vous pourrez également rechercher des marqueurs d'inflammation qui pourront être associés à l'infection, comme l'augmentation de la C-réactive protéine que vous pourrez doser dans le sang, ou dans d'autres cas de la procalcitonine, ou un marqueur très ancien qui est la vitesse de sédimentation, dont on prédit la disparition depuis de très nombreuses années, mais qui est toujours prescrite. Donc je pense que vous serez amené à croiser ce paramètre, même s'il n'est pas très spécifique. Après, donc une fois que vous aurez choisi que vous aurez émis l'hypothèse qu'éventuellement il y aura une hypothèse sceptique à la pathologie de votre patient, vous aurez deux types d'outils en fait pour poser le diagnostic en microbiologie. Soit vous aurez des outils de diagnostic bactériologique ou microbiologique direct, c'est les outils les plus fréquents. Soit vous aurez des outils de diagnostic indirect. Alors, le diagnostic direct, c'est la mise en évidence de la bactérie ou de l'agent pathogène en général, ou de ses attributs. Alors, soit c'est l'examen direct, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un microscope, vous arrivez à voir les bactéries. Donc, si vous avez vu, vous savez qu'elles sont là, si vous êtes sûr que c'est la bonne surtout. Soit c'est la culture, c'est-à-dire qu'à partir du prélèvement que vous faites chez le patient, vous ne voyez pas les bactéries, mais en les mettant en culture, vous allez pouvoir objectiver la présence des bactéries dans le prélèvement si la culture est positive. Et dans ce cas-là, il faudra identifier les bactéries isolées. Soit c'est la détection d'un antigène bactérien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre en évidence la bactérie dans son entier, mais c'est simplement un antigène spécifique de telle ou telle bactérie que vous pourrez mettre en évidence. C'est par exemple ce que vous pourrez faire pour le pneumocoque, pour poser le diagnostic d'une infection systémique à pneumocoque. Vous pourrez être amené à rechercher des antigènes de pneumocoque qui se concentrent dans les urines. Donc vous ne faites pas le diagnostic d'une infection à pneumocoque dans les urines, mais vous
faites le diagnostic d'une infection systémique en recherchant l'antigène qui se concentre dans les urines. Et puis, ça peut également être la détection d'une séquence génomique de la bactérie. Donc, en général, c'est des techniques qui, historiquement, sont toutes plus ou moins dérivées de la technique ancestrale de la PCR. Et puis, mais il y a tout un florilège de techniques. Et puis, le dernier cas, c'est éventuellement la détection d'une toxine ou d'un autre attribut d'une autre protéine produite par la bactérie. C'est notamment ce qui peut arriver, par exemple, lorsqu'on recherche Clostridium difficile et toxinogène, où en fait, dans la plupart des cas maintenant, on ne fait pas pousser la bactérie pour voir si ensuite elle est toxinogène, mais qu'on se contente de voir si la toxine elle-même est présente, avec certains kits. Voilà. Donc, ce diagnostic bactériologique direct, il s'oppose au diagnostic indirect, en fait, qui vise à mettre en évidence non pas la présence directe de l'agent pathogène, mais de la réaction immunitaire que l'agent pathogène aura générée chez l'hôte. Cette réaction immunitaire, vous savez qu'elle peut être de deux sortes principales. Soit elle se manifeste par la génération d'anticorps sériques, donc c'est la sérologie, soit par la médiation d'une hypersensibilité retardée, et c'est par exemple ce qui se passe quand on fait une IDR dans le cadre de la tuberculose. On ne parlera pas du tout du diagnostic indirect aujourd'hui, on va se concentrer sur le diagnostic direct. Alors, lorsque vous réaliserez un prélèvement chez le patient et que vous l'enverrez au laboratoire, il va se passer toute une série de choses qui seront variables selon le type de prélèvement, bien sûr, mais il y a quand même des grandes lignes qu'il faut connaître. En général, les prélèvements, quand vous prescrirez, ça commencera par examen cytobactériologique de quelque chose. Vous voyez qu'il y a le terme cyto qui est associé à bactériologique, parce qu'en général, on va, en même temps qu'on va rechercher les bactéries, on va rechercher la présence de cellules de l'inflammation dans le prélèvement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'aspect macroscopique de l'échantillon. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la présence de cellules inflammatoires, comme les polynucléaires par exemple, va troubler un liquide qui normalement, chez un patient sain, est limpide. Donc, par exemple, là vous avez en haut de la diapo, en haut à gauche, vous avez deux prélèvements d'urine, un qui est limpide, l'autre qui l'est moins. Donc c'est un indicateur qu'il y a des éléments en suspension dans l'ongle. Ça ne signe pas une infection, mais c'est déjà un aspect macroscopique évocateur, on va dire. Pour un LCR, c'est pareil. Alors, la photo n'est pas très bonne, mais vous voyez qu'il y en a un qui est parfaitement limpide, dit eau de roche, alors que l'autre est un peu trouble. Un liquide articulaire, et également, celui-là, on voit bien qu'il est un petit peu opaque. Et pareil pour le liquide pleural, donc vous voyez qu'il y a des hématies qui ont sédimenté au fond du tube, et puis une selle dont vous voyez qu'elle n'a pas un aspect normal. J'en profite pour vous donner la définition d'une selle diarrhéique au labo de bactériaux. C'est une selle qui prend la forme du contenant. Donc on ne rentre pas dans les descriptions de tous les aspects de selle qu'on peut imaginer. On prend le pot, on regarde si elle prend la forme du pot. Si oui, on considère qu'elle est liquide, sinon on considère qu'elle ne l'est pas. Et puis, donc, toutes ces images du haut de la diapo, c'est pour des prélèvements natifs, mais parfois le prélèvement ne peut pas être analysé immédiatement, et donc vous aurez recours à des milieux de transport. Et ces milieux de transport, ils sont très performants en général pour maintenir la viabilité des agents pathogènes. Par contre, souvent, ils conduisent à dénaturer un peu l'aspect macroscopique du prélèvement, et aussi souvent la cellularité qui est un petit peu altérée par les agents qui sont dans ces milieux de transport. Donc ces milieux de transport, ils sont très utiles. En fonction de l'endroit où vous exercerez, il faudra que vous sachiez si vous envoyez les prélèvements natifs ou si vous devez utiliser des milieux de transport en fonction du type de prélèvement,
distance du laboratoire, de l'heure où vous l'envoyez, etc., etc. Mais ayez quand même à l'idée que la plupart des milieux de transport vont avoir, si souvent ils n'ont pas d'impact sur la qualité purement microbiologique de l'examen qui va pouvoir être réalisé, souvent ça a un impact un peu négatif sur le reste, c'est-à-dire l'examen cytologique. Si tant est qu'on fasse un examen cytologique poussé en bactériaux, mais au moins compter le nombre de cellules et les reconnaître. Donc après avoir observé et noté l'aspect du prélèvement, eh bien on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. La première chose, la plus ancienne, c'est de prendre un microscope. Donc soit on fait ce qu'on appelle un état frais. L'état frais, donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on prend le prélèvement tel qu'il sort du pot ou du tube, et puis on le met entre la mélamelle et on regarde. Donc vous voyez que dans la photo du milieu, là en haut, vous avez des éléments cellulaires. Bon, là je pense que c'est une urine. Vous avez des éléments cellulaires et puis vous avez quelques cellules qui ont l'air un petit peu altérées. Et puis vous voyez que sur la photo de droite, vous avez la même chose, même si la couleur n'est pas la même, c'est simplement la lampe qui n'est pas la même. Vous voyez que le fond est quadrillé. Et en fait, ce fond quadrillé, ça va vous permettre de définir un volume, parce que l'épaisseur de ce que vous observez est connue. Donc, par unité de volume, vous pourrez déterminer le nombre d'éléments de chaque sorte que vous voyez. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle pour calculer la cellularité d'un prélèvement. Maintenant, tout ceci est de plus en plus automatisé, mais ça nous arrive encore ponctuellement de faire de mesurer des cellularités par cette technique. Ça n'a pas encore complètement disparu. Donc ça, c'est l'état frais. Ce qu'on peut également faire, c'est colorer le prélèvement. Donc l'intérêt de la coloration en bactériaux, c'est de mieux voir les bactéries. Parce que dans l'examen direct, on peut voir les bactéries. L'intérêt, c'est qu'on peut les voir bouger si elles sont mobiles. Mais en général, on ne voit pas bien leur structure. Et donc on a tout intérêt à utiliser des colorations qui vont permettre une vision meilleure des éléments qui sont dans le prélèvement. Donc la coloration, je dirais, princeps de la bactériose, c'est le gramme. Donc gramme avec une majuscule parce que c'est un nom propre. Et cette coloration, elle va vous permettre de voir des bactéries selon qu'elles soient gramme plus ou gramme moins avec un aspect différent. Donc les grammes plus, ils vont être violets et les grammes moins, ils vont être roses. Je pense que on vous a déjà expliqué la différence entre la différence structurelle entre les grammes plus et les grammes moins. Donc cette différence structurelle, elle est importante parce que rien qu'avec le gramme, si on n'a déjà que ça, c'est déjà une information importante parfois pour donner des indications de traitement, de molécules à utiliser ou à ne pas utiliser parfois. Par contre, le gramme, c'est une technique qui est très largement manuelle. Alors la coloration maintenant peut être automatisée, mais la lecture reste manuelle, même s'il y a quelques logiciels de lecture qui commencent à apparaître, mais qui ne sont pas encore très répandus. Et donc, comme tout ce qui est géré par l'œil humain et par le cerveau humain, peut y avoir des petites erreurs parfois, tout simplement aussi parce que le gramme parfois est compliqué à lire et que deux lecteurs avertis n'auront pas forcément exactement la même conclusion sur le même gramme à partir de la même lame. Donc on peut se tromper parfois sur le gramme, ça peut arriver. Mais ça reste quand même un élément très important. Et puis, dans certains cas, on peut être amené à faire d'autres colorations, mais ça c'est en général le biologiste qui décide de le faire de son propre chef. Lorsque on suspecte qu'il y a quelque chose et qu'on n'arrive pas à le voir avec le gramme, par exemple, c'est la coloration bleu de méthylène. Vous voyez que là tout est bleu, mais notamment pour des Neisseria ou des Campylobactères, des fois on les voit beaucoup mieux au bleu parce qu'on voit mieux la morphologie des bactéries. Mais on ne sait pas si c'est des grammes plus ou des grammes moins. Et puis, à côté donc, de ce gramme, dont je vous ai dit qu'il était très important, mais il ne répond pas à toutes les questions, et notamment, il y a des bactéries qui ne prennent pas le gramme, ou qui le prennent très mal, notamment les mycobactéries, parce qu'elles ont une paroi qui est peu réceptive aux agents
utilisé pour la coloration de grammes. Et c'est d'autres types de coloration qu'on va utiliser à partir des prélèvements, notamment la coloration historique de Diel-Nielsen, donc qui est une coloration qui se faisait avant à chaud, donc un petit peu complexe à faire, et puis un peu toxique parce qu'il y a des phénols. Mais maintenant c'est en train de changer parce qu'il y a des méthodes à froid automatisées. Et puis également une technique assez proche mais en fluorescence qui est la coloration à l'oramine, qui permet donc, grâce à un marqueur fluorescent de voir les mycobactéries, enfin les bars, bacilles acido-alcoolorésistants dans sur la préparation. Alors les bars, BAAR, ça ne veut pas dire qu'ils sont résistants à l'alcool, que l'alcool ne les tue pas, c'est pas ça que ça veut dire, c'est simplement un caractère de coloration. En fait, ça veut simplement dire qu'ils prennent mal de grammes. Alors, une fois que donc on a regardé le prélèvement, qu'on a noté son aspect, qu'on a noté s'il y avait des cellules, de manière quantitative ou qualitative, ça dépend du type de prélèvement, eh bien on va faire une mise en culture. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire se multiplier les bactéries qui se trouvent dans ce prélèvement. Pour ce faire, on a recours à des milieux de culture divers, soit qui peuvent être sous forme solide, coulés dans des boîtes de pétri ou dans des tubes, ou liquides qui sont dans des flacons. Donc on va ensemencer ces milieux de culture, donc on va inoculer le prélèvement dans ces milieux de culture et on va incuber ces milieux pendant en général 24 heures au moins, et puis on va les garder jusqu'à 3 mois pour certains prélèvements pour la recherche de mycobactéries. La plupart du temps, pour la plupart des prélèvements que vous enverrez pour un ECBU, c'est entre 24 et 48 heures. Ces milieux de culture vont être placés dans des atmosphères définies, donc soit enrichies en CO2, soit de l'air simple, soit en atmosphère anaérobie, et à une température définie, en fonction de ce que l'on cherche et du type de prélèvement que l'on travaille. Donc une fois que le prélèvement a été ensemencé et que les milieux ont été incubés, eh bien si il y a des bactéries dans le prélèvement et qu'on les a mis dans les bonnes conditions pour les faire pousser, on va les voir sur les milieux. Donc c'est ce que vous voyez là sur ces photos. Vous avez différents types de milieux, vous en avez qui sont, vous voyez, très rouges, d'autres un peu moins rouges, voire même franchement marron. Là vous n'avez que des prélèvements au sang, ceux qui sont très rouges c'est ceux au sang naturel. Et ceux qui sont marrons, ce sont des prélèvements qui sont enrichis au sang cuit, au sang chauffé en fait. Donc les hématies sont lisées et les protéines se dénaturent et du coup le sang tourne à la couleur marron. Donc vous voyez que sur ces boîtes, vous avez des petits points avec parfois un halo autour. Et donc chaque point correspond à un amas qu'on appelle une colonie. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on appelle une CFU, une colony forming unit, qui est dans le meilleur des cas une bactérie, mais parfois qui peut être plusieurs, vous avez la multiplication bactérienne qui va donner cet amoncellement de bactéries. Donc vous avez un très grand nombre de bactéries, là où vous n'en aviez que très peu au départ. Et ce sont ces colonies qui vont nous être utiles pour identifier les bactéries qui ont poussé après. Donc cette identification bactérienne, ça a été l'objet de révolutions successives au cours du XXe siècle et avec une grande révolution à la fin du XXe siècle. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc historiquement, c'est essentiellement par des caractères biochimiques qu'on identifiait les bactéries, des caractères biochimiques qu'on étudiait dans des tubes, dans des grands tubes unitaires jusque dans les années 70, et puis après sont arrivées les galeries en plastique là que vous voyez, les galeries classiques. Une galerie classique, pour vous donner la taille réelle, ça fait une vingtaine de centimètres de long et ça teste une vingtaine de caractères biochimiques pour une seule bactérie. Quand c'est arrivé sur le marché il y a quelques temps maintenant, ça a été une grande révolution, et puis ce système, sans changer vraiment le principe, a été modernisé
en étant automatisés et miniaturisés. C'est ce que vous voyez en dessous avec les automates de type Phoenix et Vitek, donc, qui testent plus de caractères biochimiques et qui sont plus performants, qui permettent une semi-automatisation de tous ces processus. Et puis la révolution suivante est arrivée dans les années 90, début 2000, avec l'utilisation du MALDI-TOF comme outil d'identification des bactéries. En fait, ça avait été utilisé il y a quand même déjà assez longtemps, mais ça a été redécouvert et surtout remis. Et ça a été vraiment... ça a trouvé sa place dans les laboratoires de microbiologie il y a maintenant une dizaine d'années à peu près. Dans tous les grands laboratoires de microbiologie ont au moins un MALDI-TOF. Donc le principe là est différent, c'est-à-dire que par spectrométrie de masse, on va analyser le contenu protéique de la bactérie, et chaque bactérie aura une signature ou des signatures qui lui seront propres, et donc pour chaque isolat clinique qu'on isolera, on va comparer cette signature avec celle qu'on retrouvera dans des banques de données. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide que les techniques biochimiques qui nécessitent une seconde culture. Après, donc une fois qu'on aura isolé une bactérie et qu'on aura considéré qu'elle est potentiellement à l'origine de l'infection que vous diagnostiquez chez votre patient, eh bien on va réaliser ce qu'on appelle un antibiogramme. C'est-à-dire qu'on va tester l'efficacité d'une série d'antibiotiques sur l'isolat que vous avez obtenu chez votre patient. Donc la technique, donc vous aurez un cours spécifique sur les antibiogrammes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, en fait, ça va être de voir quelles sont les concentrations d'antibiotiques qui vont permettre d'inhiber la croissance de la bactérie que vous avez isolée chez votre patient. Et ça, la méthode la plus répandue, qui est encore très utilisée à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la méthode par diffusion. C'est la photo que vous avez, c'est-à-dire que vous avez une gélose dans une boîte de pétri qui, là, se trouve être carrée. Sur cette gélose nutritive, vous allez inoculer des bactéries en petite quantité, donc vous ne les voyez pas quand vous la mettez sur la gélose. Puis vous allez mettre des disques. Chaque petite pastille là que vous voyez contient une charge définie d'un antibiotique. Et vous allez mettre ça à l'étuve pour que ça pousse. Et puis la croissance bactérienne aura lieu partout où il n'y a pas suffisamment d'antibiotiques pour inhiber la croissance. Et donc en mesurant le diamètre d'inhibition autour de chaque disque, on a une idée de la susceptibilité de la bactérie que vous testez à chaque antibiotique. En gros, plus le diamètre est grand, plus c'est sensible. Alors maintenant, il y a des techniques en milieu liquide, miniaturisées, qui sont également très utilisées. Et donc maintenant, je pense qu'il y a... dans un laboratoire comme le nôtre, on fait à peu près moitié-moitié. Je ne sais pas, Anne Necker, ce que vous faites, mais voilà. En fait, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients, donc elles ne sont pas les deux parfaitement superposables, et c'est bien d'avoir les deux outils à disposition. À côté de ça, il y a le diagnostic. Donc là, on vient de parler de culture. Donc il y a le diagnostic direct sans culture. Donc c'est un ensemble de techniques qui sont de plus en plus utilisées. Alors soit vous avez la recherche d'antigènes solubles. Donc en général, ce sont des techniques par immunochromatographie comme ici, c'est-à-dire qu'on fait migrer, il y a une petite bandelette. En général, c'est une membrane de nitrocellulose ou un autre support sur laquelle vous mettez à migrer une petite fraction du prélèvement, et puis avec une réaction immunoenzymatique, vous allez révéler la présence ou l'absence de l'antigène que vous cherchez. Donc c'est assez rapide. Ça n'a pas non plus que des avantages, parce que c'est quand même en général relativement cher. Et puis si dans votre prélèvement il y a un variant qui n'est pas exactement celui qui est reconnu par l'anticorps qui est sur la bandelette, vous passez à côté. Donc c'est pas parfait, mais ça peut être très utile dans
certains cas. La recherche par amplification génique, donc c'est tout ce que, en général, on appelle tout ça PCR, même s'il y a plein de techniques qui ne sont pas toutes de la PCR, loi s'en faut. Il y a aussi des techniques, parce que la PCR en général c'est de l'amplification d'ADN, il y a aussi des techniques qui font de l'amplification à partir de l'ARN. Donc toutes ces techniques d'amplification génique sont de plus en plus utilisées, et donc elles font partie maintenant de l'arsenal pour le diagnostic en microbiologie, et par rapport à la culture, ça apporte parfois un plus, pas toujours, et en ce moment il y a beaucoup de discussions pour savoir, en fonction des nouveaux outils qui arrivent, où doit s'arrêter la culture et où doit commencer la biologie moléculaire, sachant que pour des raisons évidentes de coût, on ne peut pas faire à chaque fois les deux. Donc il y a une stratégie, et c'est chaque laboratoire, chaque établissement qui décide en fonction de son recrutement, en fonction des moyens, de son organisation, de tel ou tel test. Et puis il y a les techniques qui se développent de plus en plus, qui maintenant sont encore du domaine de la recherche, mais qui vont vite le quitter, comme des séquençages de génomes entiers, avec la technique de séquençage à haut débit. Pour le moment, alors déjà en termes de coût, ça a largement baissé. Et puis maintenant, on voit de plus en plus d'études épidémiologiques qui font appel à du génome entier. Et je pense que dans les années qui vont venir, ce sera un outil comme un autre, qui aura trouvé sa place à côté d'outils plus anciens. Alors là, vous avez, sur la partie droite, vous avez un schéma qui vous donne la sensibilité des différentes techniques. C'est un schéma ancien, mais qui reste quand même valable. C'est-à-dire que la culture, pour une bactérie qui peut pousser sur un milieu, si vous lui donnez le bon milieu, reste la technique la plus sensible. Par contre, et à l'opposé, la technique de diagnostic direct la plus simple, entre guillemets, qui est l'examen direct avec un microscope, c'est la moins sensible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 10 puissance 4 ou 10 puissance 5 bactéries par millilitre pour espérer les voir. Par contre, les techniques d'amplification génique, notamment, ont un gros intérêt parce qu'elles s'affranchissent de la culture. Donc si on recherche des bactéries qui poussent mal, qu'on a du mal à faire pousser, ou qui ont pu être sensibles à des antibiotiques qu'on aura pu administrer avant le prélèvement, et bien ces techniques, elles peuvent être très utiles. L'autre avantage aussi de ces techniques de biologie moléculaire, c'est qu'on peut les grouper et qu'on peut faire plusieurs PCR entre guillemets en parallèle pour rechercher plusieurs pathogènes, et du coup c'est un moyen d'avoir un spectre assez large pour chercher plusieurs pathogènes dont certains ne poussent pas forcément très bien. Donc c'est ce qu'on appelle les PCR par syndrome, et c'est des outils qui sont en train de s'implanter dans les laboratoires et que vous serez amené à avoir de plus en plus. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des différentes techniques, sans du tout rentrer dans le détail, loin s'en faut, mais au moins sur les principes, en fait l'organisation des laboratoires de microbio par rapport à la prise en charge des patients, et bien en fait maintenant c'est de plus en plus on se tourne vers, donc vous avez le patient, puis vous avez les prélèvements qui sont faits, donc en fait vous avez d'une part bien sûr les laboratoires, les vrais laboratoires avec toute la chaîne de tous les outils que je viens de vous expliquer là, qui font de l'examen direct, de la culture, de l'identification, du typage, des outils de biologie moléculaire, etc. etc. Et puis vous avez de plus en plus avec un anglicisme, les point of care, des endroits où vous avez accès à des tests rapides qui vont vous permettre d'avoir des informations importantes très rapidement avant que le prélèvement soit pris en charge par un laboratoire plus spécialisé. Et en général, ce sont des tests de biologie moléculaire, pas que, mais beaucoup. Donc il y a de plus en plus la cohabitation de ces deux structures, et puis bien sûr, tout ceci conduit il y a un paramètre très important, c'est la communication des résultats aux cliniciens ou à l'équipe soignante, et également le conseil qui va avec, et donc ça fait partie également de l'infrastructure importante pour qu'un laboratoire fonctionne bien. Voilà. Donc
Comment est-ce qu'on va interpréter tous ces résultats? Alors, il y a plusieurs cas. Le cas, je dirais, le plus simple, c'est lorsque le prélèvement que vous nous envoyez est normalement stérile. Donc c'est du LCR, c'est du sang. Ou en principe, dès qu'on y trouve une bactérie, qu'on arrive à la faire pousser, c'est que c'est signe d'une infection, en principe. Et puis, à l'opposé, vous avez les prélèvements qui viennent de site de l'organisme fortement colonisé, donc c'est la peau, c'est toutes les muqueuses, c'est les selles bien sûr, la gorge, où là en fait on sait qu'il y a des bactéries dans ces endroits. Mais ce qu'on veut chercher, c'est celles qui sont potentiellement pathogènes. Donc on utilisera plutôt des milieux sélectifs. Et puis entre tout ça, entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup de prélèvements qui sont peu contaminés ou facilement contaminables. C'est les urines, c'est les prélèvements respiratoires, et en fait la nature des bactéries qu'on va trouver sera, en plus éventuellement poser un diagnostic, sera un marqueur de la qualité du prélèvement. Donc là j'attire votre attention sur l'importance de la qualité de l'échantillon. Donc il faut protéger l'échantillon des contaminations externes lorsque vous prélevez, et il faut également protéger la viabilité des bactéries, surtout si le prélèvement est destiné à partir en culture. C'est évidemment moins vrai pour les techniques de biologie moléculaire. Donc, pour conclure sur ces généralités, la culture, donc une méthode, je dirais, historique, a encore de beaux jours devant elle. Pourquoi? Parce que ça permet l'établissement de vraies souches de collection, ce qui n'est pas encore possible de manière fiable avec uniquement de l'ADN. Ça permet de faire une vraie épidémiologie, notamment en séquençant et en regardant des caractères phénotypiques. Et puis ça permet de faire un antibiogramme, ce qui n'est pas possible à partir uniquement d'outils génomiques. Là, c'est très spécifique, et puis c'est souvent par la culture qu'on découvre de nouveaux variants, alors que par une PCR, on ne recherche que ce qui est connu, que ce qui correspond aux amorces qu'on a mis dans le tube pour faire la PCR. Les alternatives à la culture, donc je vous ai parlé des techniques de PCR au sens large, très utiles pour les bactéries qu'on n'arrive pas bien à faire pousser. Les tests antigéniques rapides, on en a parlé. Et donc il faut bien que vous ayez à l'esprit que culture et biologie moléculaire, c'est deux outils qui sont amenés à travailler de plus en plus ensemble, et que la part de l'un et de l'autre va évoluer dans les prochaines années, mais que les deux sont encore très utilisés, enfin la culture encore très utilisée et la biologie moléculaire de plus en plus. Donc l'avenir, c'est les syndromes ARES, c'est-à-dire c'est un grand nombre de PCR qui sont faites en même temps à partir d'un seul prélèvement. Donc on recherche un grand nombre de pathogènes en même temps. Ça commence à se mettre en place en routine. Et puis le génome entier, je vous en ai parlé. Et puis l'analyse de microbiote, ça fait également partie des outils qui vont probablement se développer dans les laboratoires à moyenne échéance. Donc pour voir si vous suivez, un petit QCM pour cette partie. Alors, le diagnostic bactériologique direct d'une infection bactérienne correspond aux étapes suivantes. Aspect macroscopique du prélèvement. Okay. Numération et formule leucocytaire. Ouais, non, ça, on le fait avec, parce qu'on veut voir s'il y a des cellules dans le prélèvement, mais ça ne fait pas partie du diagnostic direct. Examen direct après coloration de Gram. Oui, ça en fait partie. Culture et identification de la souche responsable de l'infection. Oui. Et mise en évidence d'anticorps spécifiques. Direct. Direct, non, ça c'est le diagnostic indirect. Voilà, donc les réponses sont là. Ah, il y avait une deuxième question. Lorsque les deux techniques sont possibles, le diagnostic microbiologique par amplification génique est plus sensible que la culture. Oui ou non? Non, c'est bien. Retenez bien cette réponse, parce que c'est très fréquemment un motif d'appel au labo, où des cliniciens qui sont peut-être passés un petit peu vite sur leur cours de microbio
veulent absolument avoir une PCR sur tel ou tel prélèvement, et on explique qu'en fait il vaut mieux faire une culture, que dans le cas qui nous expose, la culture est mieux. Et donc c'est voilà. Donc, en tout cas pour le moment, et pour ce qui pousse, la culture, ça reste mieux. Peut-être dans quelques années ce sera différent. Pour le moment, c'est comme ça. Pour ce qui pousse pas, c'est différent. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous parler des suppurations cutanées. Donc on va aborder des exemples les uns après les autres après avoir vu ces généralités. On va d'abord parler des suppurations cutanées. Et donc, comme Philippe vous l'a dit, on est couvert de bactéries. Et donc quand on prélève quelque chose sur la peau ou sous la peau, il faut faire des beaux prélèvements pour mettre en évidence le germe en cause et pas juste la flore cutanée du patient. Donc il faut privilégier l'aspiration à l'aiguille, si on peut. La biopsie, c'est encore mieux après une bonne décontamination cutanée. L'écouvillonnage, si on n'a que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de liquide, on veut quand même prélever du pus qui sort, il faut l'envoyer avec un milieu de transport, autrement la bactérie va dessécher sur l'écouvillon et il ne poussera pas. En gros, il faut demander au laboratoire, mais tous les laboratoires vont vous donner les caractéristiques des écouvillons qu'ils veulent, pour maintenir par exemple des germes anaérobies en vie, ou par exemple. Il faut éviter l'écouvillonnage superficiel qui va juste correspondre à la flore cutanée du patient et pas du tout aux germes en cause. Et comme beaucoup de prélèvements, il faut privilégier un transport rapide à température ambiante. Alors si le transport est trop long, il va y avoir un risque de prolifération des bactéries non pathogènes présents. Par exemple, si on fait un pus mais qu'on contamine un peu avec la flore cutanée, on va avoir présence de trop grosses quantités de flore cutanée qui va nous empêcher de rechercher le germe en cause. Donc voilà, le transport rapide est à privilégier. Qu'est-ce qu'on va faire sur ces prélèvements de suppuration cutanée au laboratoire ? On va réaliser un examen direct, noter la présence de leucocytes qui va aller dans le sens d'un processus inflammatoire présent, noter la présence de cellules épithéliales et noter la présence de micro-organismes, lesquels, la quantité, quel aspect. Et ça, je vais vous montrer des exemples après. Après, on va mettre en culture ce prélèvement et il faudra qu'on ait des informations de votre part, de la part des cliniciens, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en culture. Si on prend une gélose riche et qu'on met un prélèvement qui a été contaminé par la flore cutanée, on va avoir plein de germes, mais on n'aura pas le pathogène. Si par exemple vous recherchez du staph doré, il faut nous le dire, on a des milieux spécifiques. Si vous cherchez du strepto bêta-hémolytique, pareil, on peut avoir des milieux spécifiques. Donc on a absolument besoin du renseignement clinique, que vous nous dites quelle est votre suspicion pour pouvoir réaliser des milieux adaptés. Et si on met en évidence une bactérie pathogène, on va réaliser un antibiogramme. Donc quels sont les exemples de suppuration cutanée ? Tout d'abord l'impétigo, une infection due à Staphylococcus aureus. Donc là on voit des lésions sur un enfant. Qu'est-ce qu'on va voir à l'examen direct ? Un staphylocoque, c'est un coccigramme plus, donc ça va être des bactéries violettes. C'est un coccyx, donc c'est rond, et elles vont être en amas. Donc le biologiste peut vous dire dès l'examen direct du prélèvement, il y a présence de coccigramme plus type staphylocoque. Donc ça va vous confirmer qu'il y a une suspicion de présence de staphylocoque aureus. On va faire un milieu spécifique, là c'est un milieu mannitol, où on va mettre en évidence donc ces bactéries, on va les identifier, on va faire un antibiogramme, on va vous confirmer qu'il y a bien présence de staphylocoque aureus qui va avec vos lésions cliniques. Autre exemple, les brûlures. Sur les suppurations cutanées sur des brûlures, il y a un risque de surinfection. L'un des risques, c'est la surinfection à Pseudomonas aeruginosa. Donc pareil, si vous nous réalisez un prélèvement, un BO sur du liquide ou du liquide suintant, on va faire à l'examen direct, on va mettre en évidence un petit bacille à gramme négatif. À l'état frais, on va avoir une mobilité spécifique du pio, il bouge très très vite. Donc on peut, dès l'examen direct du prélèvement, vous dire il y a des bacilles à gramme négatifs de type Pseudomonas. On a également des milieux spécifiques et on peut mettre en évidence, donc après 24 heures de culture, la présence de Pseudomonas aeruginosa qu'on va confirmer par identification et faire des antibiogrammes dessus pour vous aider à traiter. Quatrième exemple, la dermohypodermite nécrosante, due principalement aux germes type au streptocoque du groupe A, bêta-hémolytique. Donc dans ce cas-là, à l'état frais, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir des coccigrammes plus, comme le staph, mais ils vont être en chaînette. Donc les coccigrammes plus en chaînette, c'est des types streptocoques, alors que ceux qu'on a vus avant en amas, c'est les types staphylocoques.
Donc le streptocoque en amas, vous le voyez ici. Il va pousser sur des milieux type gélososant, comme on a vu, comme Philippe vous a parlé tout à l'heure, un milieu très riche. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? C'est qu'ils sont bêta-hémolytiques, c'est pour ça qu'on les regroupe dans les streptos bêta-hémolytiques. Ils font une lise totale des hématies sous la culture bactérienne. Là, il y a la bactérie et ils poussent autour. Et donc, on parle de streptocoque bêta-hémolytique. Dans les streptocoques bêta-hémolytiques, il y en a plusieurs. Et celui responsable de la dermohypodermite, c'est le strepto A, qui s'appelle également streptopyogenes. Un dernier exemple de suppuration cutanée, c'est les suppurations cutanées après morsure. Donc ça, par exemple, si vous nous envoyez un prélèvement, il faut nous prévenir, parce qu'on ne va pas rechercher la même chose. Et typiquement, après morsure de chien, un des germes responsables, c'est Pasteurella multocida. Donc on va mettre en évidence, dans ce cas de figure, un petit cocobacille. Donc cocobacille, c'est quand le biologiste hésite entre un bacille et c'est trop gros pour être un cocci est trop petit pour être un bacille, donc on dit cocobacille, à gram négatif. Et en culture, on va mettre en évidence donc, ces petites colonies non hémolytiques. Alors, on passe au QCM pour les suppurations cutanées. Maintenant, donc parmi ces propositions concernant les infections cutanées, lesquelles sont vraies? Est-ce qu'il faut prélever le produit d'écoulement s'il est présent? Faut privilégier l'aspiration d'écoulement, pas juste envoyer le produit d'écoulement sur un écouvillon. Il faut avoir décontaminé et essayer à la seringue d'avoir le produit d'écoulement le plus profond possible et le plus stérile possible pour avoir le pathogène et pas la flore cutanée. Est-ce qu'il faut prélever la collection si elle est présente? Oui, donc ça est privilégié à l'aiguille. En cas de plaie et de cicatrice, est-ce qu'il faut prélever les berges? Donc non, parce que ça va être là où il va y avoir contact avec la flore cutanée, et donc on ne va peut-être pas retrouver le germe en cause. En cas d'escar, est-ce qu'il faut prélever à l'écouvillon? Donc non, toujours, il faut essayer d'éviter, de toute façon on ne prélève pas trop les escars, il faut essayer d'éviter les écouvillons. Et est-ce que toutes les bactéries isolées sont a priori considérées comme pathogènes? Donc non, c'est vraiment, il faut savoir ce qu'on cherche pour savoir s'il est en cause. Donc voilà, prélever le produit d'écoulement s'il est présent, non, car il va être contaminé par la peau. Donc s'il s'est écoulé, c'est qu'il a traversé, qu'il a franchi plusieurs couches. Vraiment, il faut privilégier les prélèvements le plus profond possible avec une décontamination cutanée avant. Voilà. Je passe la parole à Philippe pour les septicémies avec les hémocultures. Alors, on va avancer dans les exemples. On va passer aux hémocultures. Donc, hémocultures qui sont prélevées dans le cadre des septicémies. Donc, le sang, hémoculture. Donc, hémo, c'est pour le sang. Culture du sang. Et le sang est normalement un prélèvement stérile. Il n'y a pas de bactéries à l'état physiologique qui sont dans le sang. À l'exception de certaines circonstances, notamment lorsque vous brossez les dents, il peut y avoir des bactériémies transitoires, mais qui n'ont aucun retentissement clinique. Donc, quelles sont les indications de rechercher des bactéries dans le sang? Elles sont relativement larges en infectiologie. En général, c'est lorsqu'il y a des fièvres ou une hypothermie dont l'origine n'est pas connue. Ça peut être dans des cas de suspicion d'endocardite infectieuse, ça peut être lorsque le patient est franchement septique, ça peut être lorsqu'on suspecte une infection sur cathéter, ça peut être une suspicion d'infection à diffusion hématogène, et puis de manière assez systématique en cas de fièvre chez le patient immunodéprimé, chez la femme enceinte et dans d'autres cas. Donc c'est un examen qui est quand même très largement réalisé chez les patients hospitalisés. Un petit peu moins en ville. Le prélèvement, c'est avant antibiothérapie si c'est possible, même si de plus en plus les flacons utilisés contiennent des résines qui sont censées inactiver certains antibiotiques. L'efficacité des résines est assez relative, mais le mieux c'est de prélever avant antibiothérapie si c'est possible. Surtout, il faut noter sur la demande s'il y a eu une antibiothérapie au moment du prélèvement. Le moment où il faut prélever, c'est de préférence lors de frissons, lors des pics thermiques ou hypothermiques. Et puis, il faut répéter les prélèvements 2 à 3 fois, pas plus de 3 séries, ça ne sert à rien.
Le paramètre principal étant d'avoir des flacons bien remplis, c'est-à-dire avec le volume qu'il faut, plutôt que de répéter le nombre de flacons s'ils sont mal remplis. En fait, l'hémoculture a ceci de particulier que l'ensemencement se fait directement au moment du prélèvement. On prélève directement de la veine du patient dans le flacon qui contient le milieu de culture. Ça ne passe pas par un tube intermédiaire. Et donc c'est fait directement au lit du patient. Donc en général c'est par ponction veineuse, mais ça peut se faire aussi par des cathéters. Et donc il faut que l'asepsie cutanée soit réalisée de manière rigoureuse, parce que sinon, comme vous piquez à travers la peau pour accéder à la veine, vous pouvez ramener un petit nombre de bactéries que vous retrouverez dans votre prélèvement et qui vont être à l'origine de ce qu'on appelle une contamination. Et donc il va parasiter l'interprétation que vous pourrez faire de votre résultat. Donc pour avoir cette asepsie de manière satisfaisante, il faut se mettre dans un environnement calme. Et ça, c'est nos collègues hygiénistes qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on maintient un niveau de précaution suffisant pour réaliser des prélèvements dans un environnement adéquat. Il faut donc, je répète, que le volume de sang soit suffisant. Je le répète parce qu'on s'aperçoit au laboratoire que la plupart des flacons arrivent pas suffisamment remplis. Or, c'est le principal facteur de sensibilité de cette analyse. Donc il faut vraiment que le flacon soit bien rempli et que le volume attendu soit dans le flacon. En général, c'est une dizaine de millilitres, sauf type de flacon particulier. Le prélèvement est acheminé le plus vite possible au laboratoire pour qu'il soit pris en charge par le laboratoire, et en général c'est une lecture automatisée, donc par des automates qui vont, mais ça je vous le montrerai après, qui vont suivre de manière constante une éventuelle croissance bactérienne. Quel flacon utiliser? Le plus classique, c'est une paire de flacons en conditions aérobie et anaérobie, donc 2 flacons, mais il y a également des flacons pédiatriques qui sont en fait des flacons aérobie, et puis, mais dans lesquels le volume de prélèvement est inférieur, et puis des flacons spéciaux en général pour les mycobactéries ou pour la mycologie. Donc comment ça se passe quand ça arrive au laboratoire? Alors déjà, première chose, par rapport à ce que je vous ai dit avant, qu'on faisait un examen direct, sur les hémocultures, il n'y a jamais d'examen direct au moment où on prélève et quand on le met en culture. L'examen direct, il arrive après, si ça pousse, jamais avant. Donc ça n'est pas la peine d'appeler au laboratoire pour savoir si l'examen direct sur telle hémoculture a été fait, si le flacon est toujours marqué en cours, ça ne sert à rien. Alors, les flacons, quand ils arrivent au laboratoire, ils sont incubés dans des automates qui sont... Là, je crois qu'il y avait une photo. Voilà. En fait, vous voyez que vous avez ce grand automate noir là, avec des tiroirs et des loges, et on met chaque flacon dans une loge. Et au fond de chaque loge, il y a un sensor qui va mesurer la modification du potentiel redox, en général, d'une capsule qui se trouve au fond du tube. Et donc ça va permettre de suivre en temps réel la croissance bactérienne qui modifie donc ce potentiel redox. Lorsque donc ça c'est suivi en temps réel, vous voyez que donc le signal change, et lorsque le signal change de manière significative, eh bien la machine sonne. Ce trait là que vous voyez, c'est que la machine a considéré que là c'était positif, elle a sonné, quelqu'un est venu prendre le flacon et à ce moment-là a fait un examen direct et voit ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on voit des hématies là qui se promènent, c'est du sang dans le prélèvement, et puis vous voyez des bactéries. Tous les points roses que vous voyez sont des bactéries. En l'occurrence, là, c'est petit, mais c'est des bacilles à gram négatif, et puis il se trouve que c'est des Escherichia coli. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir faire, au-delà de l'identification, un antibiogramme. Alors, les situations particulières, il y en a pas mal, en fait. Il y a donc les syndromes fébriles persistants. Si on a déjà fait des hémocultures classiques qui ne poussent pas, donc on peut se demander s'il n'y a pas, ou s'il y a un contexte clinique particulier, s'il n'y a pas face à des bactéries qui ont du mal à pousser. Donc en quelque cas, il faudrait prolonger la culture. Les endocardites, où il y a peu de bactéries qui circulent. Les spondylodycites, c'est un peu pareil, il y a peu de bactéries qui circulent, ou des bactéries qui poussent lentement.
ou qui ont des caractères de croissance un petit peu particuliers. Donc ça peut être les Bruxelles, ça peut être les Bartonelles si elles arrivent à pousser, certains hémophiles, les mycobactéries pour lesquelles il faut un flacon spécifique. Et donc ce qui est important, c'est donc de savoir au moment où le prélèvement est fait si ces différents cas concernent votre patient ou pas. Donc il faut se poser la question à chaque fois en fait. Et c'est trop tard quand le flacon arrive au labo sans nous avoir prévenu, parce qu'à ce moment-là, s'il est lu 5 jours et jeté parce qu'il est négatif, en fait, on peut passer à côté de tout ce que je viens de vous dire. Ou des infections fongiques également. Parfois, c'est des flacons différents, pas toujours. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter les résultats? Donc, la principale question, donc si le résultat est négatif, donc, on part du principe qu'il n'y avait pas de bactéries dans le prélèvement, sauf si on était face à une bactérie qui n'a pas poussé, soit parce qu'elle avait été soumise à l'action d'antibiotiques au préalable, soit parce que, de par sa nature, elle n'est pas dans les conditions qui lui permettent de pousser. Si c'est positif, donc la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le reflet d'une bactériémie ou est-ce que c'est une contamination, notamment par la peau? Alors, il y a plusieurs éléments qui vont vous permettre de répondre à la question. Les principaux éléments, c'est la nature de la bactérie que vous aurez isolée. Vous avez des bactéries dont on considère qu'elles, si on les isole, elles sont pathogènes. Donc c'est notamment Staphylocoque doré. Si on en trouve dans le sang, on considère que, a priori, c'est une infection. Les Neisseria meningitidis, pareil. Streptocoque du groupe A, pareil. Le pneumocoque, pareil. Puis à l'opposé, vous avez des bactéries qui sont beaucoup plus souvent responsables de contamination que d'infection. C'est toutes les bactéries de la flore cutanée, notamment les staphylocoques à coagulase négative, mais pas toujours. Des fois, on a d'authentiques infections à coagulase négative, ça peut arriver. Les corynébactéries, des bacillus. Donc c'est pas du 100% ni dans un cas ni dans l'autre. Et puis vous avez donc les cas particuliers des bactéries opportunistes qui peuvent être à l'origine d'une infection. Soit parce que le patient est porteur d'un cathéter, soit d'une prothèse qui serait infectée, et donc qui occasionne le relargage d'un petit nombre de bactéries donc, que vous retrouvez dans le sang. Il y a également le nombre d'hémocultures positives par rapport au nombre d'hémocultures prélevées qui va vous aider. Il y a le délai de croissance, sachant que plus le délai de croissance est long, plus ça sous-entend que le nombre de bactéries au départ était faible. Il y a les critères cliniques, bien sûr. Et puis, il y a le cas particulier des patients qui ont des cathéters. Dont les cathéters ont la particularité de pouvoir se coloniser ou être à l'origine d'infections assez facilement. Et donc, soit vous êtes face à une bactériémie vraie, c'est-à-dire que vous avez des bactéries qui circulent dans le sang, soit vous êtes face à une colonisation du cathé. Donc là, on va pouvoir être aidé en plus par le fait que vous pourrez retirer le cathéter et faire une culture semi-quantitative à partir du cathéter, donc ça sera un élément en plus par rapport à l'hémoculture que vous aurez prélevée, soit tout simplement une contamination. Donc, pour un outil relativement simple pour identifier les infections sur cathéter, c'est de réaliser en parallèle une hémoculture en périphérique, donc sans passer par le cathéter, et en même temps de prélever la même chose, mais à partir du cathéter. Et donc le différentiel de temps de croissance entre les deux va vous aiguiller vers un cas ou vers un autre. C'est-à-dire que si vous êtes face à une bactériémie vraie, les flacons prélevés en périphérique et à partir du cathéter vont pousser à peu près en même temps. Alors que si les bactéries sont dans le cathéter, pour la plupart, et qu'elles relarguent simplement à partir du cathéter dans le sang, vous en avez relativement peu dans le sang, et donc vous aurez un différentiel de croissance qui sera plus important. En général, le seuil, c'est 2 heures. Voilà, pour les hémocultures. Alors, un petit QCM pour voir si vous avez suivi. Un malade immunodéprimé a une hémoculture positive à staphylocoque. Dans quel cas allez-vous la prendre en compte pour instaurer un traitement antibiotique? Alors, premier cas, une hémoculture est positive, donc un flacon a priori, délai de croissance de 4 jours, je ne vous ai pas dit, et la plupart du temps on les garde 5 jours, puis après on les jette. Donc 4 jours, on est presque à la fin.
un flacon sur 3 hémocultures prélevées. Non, alors c'est plutôt, alors il ne faut pas dire non à 100%, mais on est plutôt dans le cas d'une contamination quand même. 2. L'espèce identifiée est Staphylococcus aureus. Voilà, là oui, on est plutôt dans le cas où oui, c'est une réinfection. L'espèce identifiée est Staphylococcus epidermidis. Et 2 hémocultures sont positives avec la même souche, c'est-à-dire que le même antibiogramme. C'est-à-dire que 2 fois de suite, on a la même chose. Eh bien, à discuter, on ne sait pas. Compliqué. Là, il faut voir, il faut refaire le point avec les autres prélèvements, la clinique, est-ce qu'il y a une prothèse, est-ce qu'il y a un cathé, etc., etc. 4e cas, une hémoculture est positive à Staphylococcus epidermidis en l'absence de critères cliniques de sepsis. A priori, non. Voilà. Donc, il y en a un deuxième. Parmi ces propositions concernant les hémocultures, lesquelles sont vraies, le flacon anaérobie doit être prélevé avant le flacon aérobie. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on prélève une hémoculture? On place un petit tuyau qui va de l'aiguille jusqu'au flacon. D'accord? Si vous prélevez l'hémoculture, donc ce qui va se passer au tout début, vous allez prélever, c'est que vous allez purger le contenu du tuyau, donc de l'air, que vous allez mettre dans le premier flacon. Si vous le mettez dans le flacon anaérobie, vous mettez un petit peu d'air dans le flacon anaérobie. C'est pas ce que vous voulez. Donc a priori, vous faites le flacon aérobie d'abord, comme ça vous purgez l'intérieur du tuyau que vous mettez dans le flacon aérobie, et après vous prélevez le flacon anaérobie. Un examen direct est effectué au laboratoire de bactériologie dès réception du flacon d'hémoculture. Non, jamais. 3. Il existe des flacons spécifiques pour la recherche de mycobactéries. Oui, et elles ne poussent pas sur les autres surtout. Donc si vous recherchez une mycobactérie, pensez à ces flacons parce que au bout de 5 jours, quand on aura jeté les autres, il sera trop tard. Et même avant d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas réutiliser ces flacons-là pour rechercher les mycobactéries. 4e, il peut être utile d'augmenter la durée d'incubation pour certains micro-organismes. Oui, c'est vrai, ça peut aller jusqu'à 21 jours en bactéries classiques et 42 jours pour les mycobactéries. Et 5, il est recommandé de prélever plus de 3 paires d'hémocultures par jour. Non, en général, le maximum c'est 3. Retenez le principal, vu ce qu'on reçoit au laboratoire, le facteur principal, c'est que les flacons soient prélevés au bon moment, c'est-à-dire plutôt au moment des pics thermiques, ça, si c'est possible, et surtout bien remplis. C'est vraiment le facteur essentiel. La plupart sont remplis à moins du tiers de ce qu'on devrait avoir, ce qui veut dire que on perd les 2 tiers de la sensibilité de la méthode. Donc auprès de votre équipe de soignants et d'infirmiers, c'est un message qu'il faut vraiment faire passer. Remplir les flacons à hémoculture, c'est très important. Voilà, je repasse là. Ah non, il y en a. Voilà, ça c'est la réponse. Voilà, c'est bon. Et maintenant, Emmanuel qui reparle des méningites. Alors les méningites avec l'étude du liquide céphalorachidien, qui là normalement est stérile. L'examen du LCR, c'est une urgence extrême, donc normalement tous les laboratoires de bactériaux qui prennent en charge ce type de prélèvement promettent de rendre un résultat de cytologie et examen direct dans l'heure. Alors le contexte clinique, quand est-ce qu'on prélève un LCR? C'est devant un syndrome méningé fébrile ou un purpura ou des signes type raideur de la nuque, trouble de la conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas attendre le résultat du laboratoire pour mettre en place le traitement probabiliste. Ça peut être dans le camion du SAMU, qu'on peut commencer à faire une injection de C3G, on verra ça, mais en tout cas, le prélèvement du LCR n'est pas l'obligation de le faire avant antibiotique, et l'administration antibiotique, elle, est à faire en urgence devant un contexte clinique de syndrome méningé, de suspicion de méningite. Alors, donc le prélèvement, si tout va bien, on peut le faire. Il faut privilégier le prélèvement du LCR avant mise en place de l'antibiotique, mais c'est vraiment dans le monde idéal. Mais il ne faut surtout pas retarder l'antibiothérapie pour faire le prélèvement. Dans suspicion de méningite, en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prélever une hémoculture en même temps qu'on fait l'injection de la C3G, et le LCR, on le fera 1 heure après, tranquille, une fois que la C3G sera passée dans la perf. On peut privilégier donc l'hémoculture avant l'antibiotique, mais pas le LCR. Donc, on prélève le LCR, on prélève entre 2 et 5 ml chez un adulte, donc dans 3 tubes. Ce
qu'il faut aussi noter, c'est qu'on n'envoie pas le premier tube en bactériaux, parce que souvent il peut être un petit peu hémorragique. Et donc comme l'examen cytologique est fait en bactériaux, qu'après un LCR hémorragique est dur à interpréter pour le nombre de polynucléaires ou le nombre de blancs, de leucocytes, il faut plutôt envoyer le deuxième ou le dernier tube pour la bactério. Donc on prélève plusieurs tubes et on l'envoie rapidement au laboratoire. Les renseignements à communiquer aux biologistes pour qu'ils puissent interpréter les résultats. Tout d'abord, il y aura l'âge. Chez un nouveau-né, il va avoir besoin de savoir les antécédents obstétricaux. Est-ce qu'il est né par voie basse? Est-ce qu'il est né par césarienne? Est-ce que la maman était porteuse strepto B? Est-ce qu'il y a eu une antibioprophylaxie? Est-ce qu'elle a été complète? Donc tout ça, c'est des questions dont le biologiste peut avoir besoin des réponses pour interpréter un résultat, pour savoir ce qu'il cherche. Dans le cas d'un nourrisson ou d'un enfant, ce qui est utile de savoir la vaccination contre le pneumocoque par exemple, s'il y a un comptage, s'il y a un syndrome ORL avec type otite, on peut privilégier une recherche de pneumocoque par exemple dans le cas qui s'accompagne d'une otite. Chez l'adulte, on a besoin de savoir s'il est immunodéprimé, s'il est splénectomisé. Également, ces risques professionnels qui peut exister ou de loisirs, ça peut permettre de réaliser une recherche plus précise. Autre information à savoir, c'est si c'est juste une infection communautaire ou si c'est post-traumatique, donc un accident de la voie publique avec une brèche possible par exemple, ou une infection nosocomiale, un enfant en neuro avec une dérivation. On ne va pas rechercher les mêmes germes, on ne va pas les prendre en considération de la même façon. Un staph blanc qui pousse sur un liquide céphalorachidien, donc qui a été malheureusement contaminé si c'est en communautaire, alors que du staph blanc chez un enfant en neuro avec une dérivation peut être responsable d'une infection du matériel. Et donc l'interprétation ne va pas être la même, donc le contexte est important à savoir. Il est également donc important de savoir si l'antibiothérapie a été démarrée au moment du prélèvement ou juste avant, car on va privilégier la recherche par biologie moléculaire des germes donc à rechercher et pas basée que sur la culture, qui va être faussement négative. Alors, donc quand le tube arrive au laboratoire de bactériaux, on va d'abord réaliser dessus, donc on va vous noter donc l'aspect macroscopique. Est-ce qu'il est eau de roche? Est-ce qu'il est louche? Est-ce qu'il est trouble? Est-ce qu'il est purulent, opalescent? Donc on va vous décrire, on va noter l'aspect macroscopique que vous avez normalement déjà vu, mais au moins c'est écrit dans le compte-rendu. Ça laisse une trace. On va réaliser donc la cytologie dessus, on va numérer le nombre d'hématies et de leucocytes. Donc comme vous avez vu tout à l'heure sur une cellule de Malassez ou avec un petit grillage, on va par millimètre cube vous rendre le nombre d'hématies et de leucocytes. Et quand le nombre de leucocytes est supérieur, en fonction des laboratoires, est supérieur à 15, on réalise, donc c'est une cytospine, c'est une concentration du LCR sur une petite lame, et on peut réaliser une formule avec une coloration de Meg, Rumval, Gemsa. Donc on va comme ça pouvoir vous dire les leucocytes, est-ce qu'il y a surtout des lymphocytes? On va en compter plus d'une centaine pour pouvoir rendre un résultat en pourcentage. Donc plus de polynucléaires, neutrophiles, plus de lymphocytes, plus de monocytes ou plus de autres cellules. Donc voilà la cytologie qui doit être faite à l'arrivée du laboratoire. Il y a un des tubes qui part en biochimie et cette information est également très importante. En biochimie, ils vont réaliser la mesure de la protéinorachie et de la glycorachie. Et il faut savoir que la glycorachie, normalement, doit s'interpréter avec la glycémie contemporaine. Donc c'est important de prélever aussi chez le patient une glycémie pour pouvoir réfléchir sur la glycorachie. Donc ça, c'est au laboratoire de biochimie et c'est des données importantes pour pouvoir interpréter de manière globale le résultat du liquide céphalorachidien. En bactériaux, si on a également présence de leucocytes, on va réaliser une concentration donc, du LCR sur une lame et on va réaliser la coloration de grammes pour mettre en évidence la présence de germes. Et on va mettre en culture. Ça, on est toujours à J0. Donc tous ces résultats, vous devez les avoir dans l'heure après envoi du liquide céphalorachidien dans les différents laboratoires. Et qu'est-ce qui va... ici, vous ai donné les exemples des différents résultats d'un LCR. Un LCR normal, il va être d'aspect eau de roche. Son nombre d'éléments par millimètre cube va être inférieur à 5. C'est essentiellement des mononucléaires. Alors sachant que chez le nouveau-né, ça peut monter jusqu'à 20 et c'est normal le nombre d'éléments. 5, c'est chez l'adulte.
La protéinorachie entre 0,2 et 0,4, la glycorachie entre 2,5 et 3,5 avec une glycémie normale, donc c'est pour ça qu'il faut avoir la glycémie, ça correspond aux 2/3, et il n'y a pas de micro-organismes visibles. Une méningite purulente, une méningite dite bactérienne, elle, son aspect va être louche, c'est un tout petit peu trouble, ou carrément odorie. Le nombre d'éléments va être supérieur à 500 par millimètre cube, donc ça c'est sur un LCR non hémorragique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémastie, il y a 500 éléments. Si on a avec les 500 éléments plus de 70 000 hémasties, c'est un prélèvement hémorragique, on ne peut pas interpréter la présence d'éléments. Donc c'est important d'avoir le prélèvement le moins hémorragique possible, voire pas hémorragique du tout, et c'est pour ça ne pas nous envoyer le premier tube, mais plutôt les derniers tubes qui ont plus de chances de ne pas être hémorragiques. Pas présence du sang au moment de la mise de l'aiguille, du cathé. Donc plus de 500 éléments, on est devant une méningite purulente. Il va y avoir prédominance de polynucléaires qui peuvent être altérés. La protéinorachie va être élevée, va être supérieure à 1 g par litre. La glycorachie va être effondrée. Et là, on peut mettre en évidence, en exemple, le pneumocoque ou le méningocoque, mais également d'autres méningites, d'autres bactéries responsables de méningites purulentes. Donc ça, c'est le tableau de la méningite purulente type bactérienne. Après, on va avoir les méningites à liquide clair. Donc là, l'aspect du tube, ça va être clair ou opalescent, donc très très faible. Ça peut être séparé en 2 catégories, ceux qui ont moins de 100 éléments et ceux qui ont plus de 100 éléments par millimètre cube. Essentiellement, donc, les moins de 100 éléments, ça va être une prédominance de lymphocytes. Donc là, c'est vraiment ce qu'on voit typiquement. Après, on peut voir des choses un petit peu variables, mais ça, typiquement, la méningite avec 100 éléments et que des lymphocytes, on va avoir une protéinorachie augmentée, mais pas supérieure à 1 g. La glycorachie va être normale, et dans ce cas-là, on est dans le cadre des méningites à entérovirus ou aux méningites virales, herpès, entérovirus, virus des oreillons. La méningite où il y a entre 100 et 500 éléments, avec une formule dite panachée. Panachée, ça veut dire qu'on a autant de lymphocytes que de polynucléaires. Avec une protéinorachie augmentée supérieure à 1 g, ça, on va plutôt vers la bactérie. Dès qu'on est plus qu'un gramme de protéinorachie, on est plutôt du côté bactérien. Et moins d'1 gramme, on est plutôt du côté viral. Et la glycorachie va également être diminuée. Pas effondrée, mais diminuée. Et là, on est vers les méningites à liquide clair avec des formules panachées. C'est assez typique de Listeria monocytogenes ou de Mycobacterium tuberculosis. Voilà donc les catégories, de manière un peu schématique, si on catégorise les différents résultats qu'on peut obtenir d'un liquide céphalorachidien. Donc je vous ai dit tout ce qui était fait à l'arrivée du liquide céphalorachidien dans les laboratoires. Au laboratoire de bactériaux, il va y avoir une mise en culture. À J1 ou à J2, donc pendant 24 et 48 heures, les boîtes vont être regardées. C'est des milieux très riches, mis en aérobiose. Et on va identifier et faire l'antibiogramme si ça pousse. Si le patient a reçu une antibiotique avant le prélèvement du liquide céphalorachidien, ou bien si c'est des germes assez exigeants, il va falloir demander au laboratoire de faire des PCR pour rechercher des germes. Donc on peut faire des PCR spécifiques, type strepto B, type mycobactéries. On peut faire la recherche plus large, on amplifie le gène codant l'ARN 16S, donc là on va sortir tous les germes potentiellement présents avec un risque de mettre en évidence une petite contamination, donc un staph blanc, je ne sais quoi. On peut faire des PCR de l'ARN 16S, du gène codant l'ARN 16S. On peut donc réaliser également une mise en culture de milieux spécifiques à la recherche de mycobactéries. Donc là, c'est s'il y a une suspicion de mycobactéries, donc devant la formule ou devant le contexte clinique, on doit rechercher les mycobactéries dans ces contextes-là, mais il faut nous le demander. Autrement, on ne peut pas ensemencer. Les ensemencements des milieux spécifiques pour mycobactéries sont faits que sur demande du clinicien. Alors, quelles sont les étiologies qu'on va retrouver ? Donc les étiologies communautaires chez le nouveau-né, ça va être essentiellement 3 germes différents, ou essentiellement 2, le 3e est beaucoup moins fréquent. Donc le streptocoque du groupe B en premier, Streptococcus agalaxiae, et Escherichia coli, surtout avec l'antigène capsulaire type K1, et Listeria monocytogenes, qu'on voit beaucoup moins fréquemment, mais qui peut être un agent de méningite néonatale. Chez le nourrisson, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, les 2 principaux germes qu'on retrouve dans les méningites purulentes sont le pneumocoque et le méningocoque. Chez la personne âgée, adulte et immunodéprimée, ça va être également pneumocoque et méningocoque, et on peut rajouter Listeria monocytogenes.
Chez le patient splénectomisé, ça va être le pneumocoque, c'est pour ça qu'il faut vacciner les patients splénectomisés, chirurgicalement ou de splénectomie fonctionnelle, car autrement les méningites à pneumocoque sont très fréquentes. La tuberculose est possible à tout âge, donc il faut y penser, en fonction du contexte bien sûr. Ça peut, chez le nourrisson, même le nourrisson ou l'enfant vacciné par le BCG, ou chez le vieillard, il faut y penser. Il faut avoir des informations, donc je vous disais, sur la vie professionnelle ou les habitudes du patient, parce qu'il y a des recherches très spécifiques qui peuvent être aussi des recherches dites indirectes, des sérologies à demander. Donc, par exemple, dans le contexte de leptospirose, donc la maladie transmise par les eaux contaminées par des rats ou par des rongeurs, donc la maladie des égoutiers, on appelle ça, où la méningite va être en même temps qu'un d'autres symptômes, mais pour y penser, pour nous faire penser, il faut en parler. La borréliose, donc la maladie de Lyme, avec la transmission par la morsure de tique, pareil, c'est dans des cas très, très spécifiques, ou la brucellose, où là, il faut bien prévenir le laboratoire, parce que Brucella est un agent de classe 3, un agent même classé dans les agents de bioterrorisme, et donc nous, on doit le savoir pour traiter le prélèvement à un endroit spécial. Donc dès qu'on pense à une brucellose, on prévient bien le laboratoire, le prélèvement va être techniqué de manière différente. Et également la syphilis secondaire et surtout la tertiaire qui peut être responsable de méningite. Mais là, ça va être la sérologie qui va faire le diagnostic. Donc ça, c'est les étiologies communautaires. Il y a les étiologies nosocomiales ou traumatiques. Donc là, on peut voir des LCR avec du staph doré, du staph épi, je vous en parlais avec les enfants en neuro avec des dérivations. On peut voir également des entérobactéries, du pseudomonas. Tout peut être visible, tout peut être vu. Et c'est vraiment le contexte qui nous permet de savoir que le germe présent est responsable d'une infection. On voit également, ça on en voit souvent un équerre, les méningites récidivantes à pneumocoque sur brèche à la base du crâne. Donc tant que la brèche n'est pas fermée, les enfants peuvent avoir des méningites récidivantes avec du pneumocoque. Donc c'est important d'isoler, de ne pas juste mettre en évidence le germe, mais également de pouvoir réaliser un antibiogramme, parce que comme vous le savez, il y a des pneumocoques de sensibilité diminuée aux pénicillines, donc c'est important de pouvoir réaliser des CMI. Donc pour ça, il faut isoler le germe. Donc c'est pour cette raison qu'il vaut mieux privilégier le prélèvement avant antibiotique et l'acheminer le plus rapidement possible au laboratoire pour réussir à isoler les germes. Et également, l'Hysterium nosogenes est résistante naturellement à toutes les céphalosporines. C'est pour ça que le traitement jusqu'à maintenant chez le nouveau-né à la naissance d'une infection materno-fétale, ça va être une céphalosporine avec de l'amoxicilline. L'amoxicilline pour couvrir l'Hysterium nosogenes. Alors, l'isolement des souches permet également de pouvoir envoyer les souches au CNR, de pouvoir les typer. Donc, par exemple, tous les souches de pneumocoque isolées de LCR, on les envoie tous au CNR. Et ils peuvent comme ça surveiller les sérotypes responsables d'infection méningite et comparer avec les souches utilisées pour le vaccin, pour voir si c'est des échecs de vaccination ou si c'est juste la population des pneumocoques responsables de méningite qui change. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir des conséquences sur les choix vaccinaux à faire, etc. Et il faut également réaliser toutes les déclarations obligatoires pour toutes les infections s'ils appartiennent à la liste des maladies qui sont soumises donc, à la déclaration obligatoire, comme la brucella, comme le BK. Et donc il ne faut pas oublier de déclarer, et c'est très important d'avoir la liste exhaustive des cas en France. Alors, un QCM, une maman à son domicile appelle le SAMU car son bébé de 9 mois présente hyperthermie, somnolence, des taches cutanées purpuriques aux extrémités des membres. Quelles sont les bonnes réponses? A. Vous commencez par un scanner avant toute prise en charge. Voilà. Vous effectuez une ponction lobaire, prélevez une hémoculture, puis réalisez une injection de céphalosporine de 3e génération. Non. L'injection de céphalosporine de 3e génération doit être effectuée le plus rapidement possible, même avant le prélèvement d'une hémoculture. Si vous êtes dans le SAMU, vous injectez, et que vous avez du purpura qui apparaît chez un bébé qui a un syndrome méningé, vous ne pensez même pas à l'hémoculture, vous injectez la C3G. On se débrouillera au laboratoire pour faire le diagnostic sur le LCR, sur une tache purpurique, on peut faire des PCR spécifiques méningos. En tout cas, il faut injecter avant l'hémoculture. Si on est aux urgences ou en posant la voie d'abord, on peut prélever une hémoculture en injectant la C3G, là on pourra faire l'hémoculture juste avant. Mais en tout cas, on privilégie l'injection de la C3G dans ce cas de figure-là. Le diagnostic, alors vous attendez le résultat de la CRP avant d'envisager le traitement antibiotique, donc non. Et le diagnostic probable principal est celui de purpura fulminans. Oui. Alors, infection urinaire.
Ok, donc les infections urinaires, c'est un des examens les plus fréquemment reçus au laboratoire, un de ceux que vous prescrirez donc le plus souvent, parce qu'il est aussi très souvent prescrit de manière assez systématique, pas forcément d'ailleurs chez des patients suspects d'être infectés par quoi que ce soit. Donc les urines, c'est un prélèvement, ce qui est dans la vessie est normalement stérile. Et donc la présence de bactéries, en principe, signe l'existence d'une infection, mais vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Alors, est-ce qu'il faut toujours envoyer un ECBU au laboratoire? Eh bien non, parce qu'il y a des examens simples, des techniques simples qui permettent de s'affranchir de réaliser un ECBU complet, notamment avec l'aide de bandelettes ou chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque particulier. De rechercher la présence de leucocytes dans les urines ou la présence de nitrites qui sont le reflet d'une multiplication bactérienne. Et donc si ces tests sont négatifs, la valeur prédictive négative est très bonne en dehors de contextes particuliers, notamment les patients sondés, les femmes enceintes et d'autres contextes. Donc l'objectif de l'ECBU, c'est de mettre en évidence la bactérie responsable de l'infection urinaire. Et puis, bien sûr, si on isole une bactérie quand on suspecte qu'elle est responsable de l'infection, pour aider au traitement, réaliser un antibiogramme. C'est une infection fréquente, c'est ce qu'on vient de voir, et puis avec une fréquence plus élevée chez la femme que chez l'homme. Et également des infections nosocomiales. La bactérie la plus fréquemment retrouvée comme étant responsable d'une infection urinaire, c'est Escherichia coli. Mais elle n'est pas la seule, loin de là. Donc le prélèvement et le transport, le recueil des urines, de préférence le matin avant antibiothérapie, après une toilette locale. J'insiste sur la toilette locale parce que c'est vraiment essentiel. Je pense qu'au laboratoire, on a à peu près un tiers des prélèvements d'urine qu'on rend contaminés parce que de toute évidence, la toilette locale n'avait pas été faite et qu'on a toute la flore résidente au niveau du mia urinaire qui parasite la culture et donc on ne peut rien conclure. Donc c'est purement et simplement une perte de temps et d'argent qui est en fait assez conséquente parce que ça concerne beaucoup de prélèvements à la fin de la journée. Pour réaliser un ECBU, on élimine le premier jet. L'objectif est de voir ce qu'il y a dans la vessie et pas de voir ce qui colonise les muqueuses des voies urinaires. Donc le premier jet pourra être utilisé pour autre chose, pour la recherche du gonocoque ou de chlamydia, mais pas pour un ECBU. Et puis, donc, on utilise un récipient stérile hermétique. En général, c'est un tube, mais ça dépend de chaque laboratoire, du système qui est utilisé pour chaque laboratoire. Et puis, bien sûr, il y a des cas particuliers pour les nouveau-nés, pour les patients sondés, avec des méthodes de prélèvement un peu particulières. On l'achemine, comme tous les prélèvements de bactériaux, le plus vite au laboratoire, mais de plus en plus, on utilise des milieux qui permettent de retarder un petit peu la prise en charge, disant que la prise en charge peut être réalisée un petit peu plus tard, mais en même temps, c'est jamais bon d'attendre si on peut ne pas attendre, donc le plus tôt on l'a, mieux c'est. Le diagnostic bactériologique, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans les généralités, c'est-à-dire on va noter l'aspect macroscopique, on va réaliser une cytologie urinaire où on va compter les hématies, compter les leucocytes par unité de volume, et puis on va réaliser un examen direct pour voir s'il y a des bactéries. Alors, je vous ai dit que l'examen direct c'était bien si c'est positif, si négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et puis parfois ça permet de voir s'il y a une flore. Si on voit déjà une flore à l'examen direct, on sait que ce sera contaminé. Et puis la mise en culture, donc elle se fait à l'aide maintenant le plus souvent de milieux sélectifs qui permettent en fait une identification présomptive des bactéries dès qu'elles commencent à pousser sur le milieu parce qu'il y a des agents chromogènes dans le milieu qui permettent de donner une couleur spécifique à telle ou telle espèce. Et en général, l'ensemencement est également réalisé de manière semi-quantitative, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une neuse calibrée qui permet le prélèvement. Et donc la quantité de prélèvement déposée sur la gélose est connue. Et donc en fonction du nombre de colonies qu'on verra sur la gélose, on pourra avoir une estimation de la bactériurie. Donc c'est ce que vous voyez sur ce schéma, vous voyez où chaque spot correspond
à une colonie bactérienne, et vous voyez qu'en fonction du nombre de points que vous avez sur la boîte, ça correspond à une bactériurie croissante. Éventuellement, on pourra réaliser un antibiogramme si on considère que ce qui a poussé est pathogène, et puis on rendra les résultats définitifs aux cliniciens avec un antibiogramme complet 48 heures après l'examen. Donc vous voyez que en fait, c'est un examen qui s'étale sur 2 jours s'il est positif. Comment est-ce qu'on va interpréter les résultats? Eh bien, l'interprétation est de plus en plus, je dirais qu'il y a de plus en plus de recommandations qui sont de plus en plus spécifiques à la situation clinique du patient. Avant, il y avait des recommandations assez générales pour un peu tout le monde. Et puis maintenant, il y a des recommandations spécifiques pour l'adulte, pour l'enfant, chez la femme enceinte, dans les suspicions d'infection associées aux soins. Donc tout ça, c'est des recommandations qui sont émises par la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de la langue française. Et donc les dernières recommandations datent de 2015. Et là, je vous ai simplement mis un petit fragment des recommandations pour l'adulte. Donc c'est le genre de tableau que vous pourrez retrouver dans ces recommandations, où en fonction du sexe, du seuil de positivité de l'examen, du type de bactérie, de l'espèce bactérienne en cause, eh bien on considère qu'on est en présence d'une vraie infection ou simplement d'une contamination. Voilà, donc QCM pour les ECBU. Il s'effectue préférentiellement sur les urines du premier jet? Non. Escherichia coli est l'espèce la plus fréquemment isolée? Oui. L'identification et l'antibiogramme sont disponibles dès J1, dès 24 heures. Alors, la plupart du temps, non. Il peut y avoir des techniques très rapides qui permettent d'avoir parfois, mais la plupart du temps, c'est non, il faut 48 heures. Le seuil de leucocyturie significative est de 10 puissance 4. Alors, c'est le plus souvent retenu, mais à revoir en fonction des recommandations qui changent de manière assez fréquente. Donc, tenez-vous à jour des recommandations, mais 10,4 est un des seuils qui peut être retenu dans certains cas. Et un ECBU peut rester 24 heures à température ambiante avant son envoi au laboratoire de bactériologie? Non. Voilà. Alors pour finir, l'angine, ça va être vite parce qu'elle est principalement virale, généralement. Il y a quand même des étiologies bactériennes et certaines sont quand même très importantes à savoir diagnostiquer. Donc dans les étiologies bactériennes, il y a les angines érythémato-pultacées. Celle qui est due au Streptococcus pyogenes, donc le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, est importante à savoir diagnostiquer parce qu'il faut la traiter par antibiotiques pour prévenir des possibles rhumatismes articulaires aigus qui sont la conséquence immunologique, ou c'est l'auto-immun, de ces angines, donc à point blanc, ces angines. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un test immunochromatographique qui a été développé et qui est très utilisé par les généralistes pour savoir quelle angine il faut traiter par amoxicilline, à quelle angine il ne faut pas traiter. Donc c'est un écouvillon au niveau des amygdales, un test immunochromato, et donc le généraliste peut savoir s'il est devant une angine à strepto A, donc à streptocoque pyogenes, et s'il doit traiter ou pas le patient pour cette angine bactérienne. Donc le streptocoque du groupe A est très sensible aux bêta-lactamines. En gros, il est toujours sensible à l'amoxicilline. C'est juste en cas d'allergie à l'amoxicilline qu'on peut être embêté et qu'on va utiliser des macrolides. Et là, les souches, il y en a entre 5 et 10% qui sont résistantes aux macrolides. Et que dans ce cadre-là, on peut avoir un intérêt à réaliser un antibiogramme si on veut utiliser les macrolides sur une angine à streptocoque du groupe A. Mais autrement, c'est un diagnostic qui arrive très peu au laboratoire car un test immunochromato peut suffire au lit du malade ou en ville pour réaliser le diagnostic. D'autres étiologies bactériennes existent pour les angines. Il y a les angines pseudomembraneuses dues à Corynebacterium diphtheriae ou Corynebacterium ulcerans. Et les angines ulcéronécrotiques, on appelle ça l'angine de Vincent, c'est une association entre deux espèces bactériennes, des fusobacterium et des spirochètes. Donc on appelle ça l'association fusospirillaire et c'est sur l'examen direct de l'écouvillon prélevé au niveau de l'amygdale qu'on va réaliser le diagnostic. Donc qu'est-ce qu'on envoie pour une angine comme prélèvement? On va faire un écouvillonnage des lésions. Donc il faut essayer de ne pas contaminer avec la flore buccale, il faut vraiment essayer de prélever les lésions ou les fausses membranes.
On peut, donc, dans le cadre des diagnostics directs, réaliser, dont je vous en parlais, le test immunochromatographique. Donc, cet écouvillon, on le décharge sur une petite bandelette, ça va migrer, on a décrit ça tout à l'heure, et on va voir s'il y a présence ou pas de l'antigène du groupe A de Streptococcus pyogenes. Le diagnostic, donc ça prend 10 minutes, est immédiat chez le médecin traitant. Et si on envoie donc les écouvillons au laboratoire, donc c'est vraiment quelques cas de figure, si on veut un antibiogramme ou si on suspecte d'autres types d'angines, on va pouvoir étudier la souche et sa sensibilité aux antibiotiques. On va faire un examen direct. Donc là, c'est essentiel dans le cas de l'angine de Vincent, avec la mise en évidence de l'association fuso-spirillaire. On ne va pas faire de culture, on va juste décrire la flore et ça permet de diagnostiquer l'angine de Vincent. En culture, on va faire un milieu riche et des milieux spécifiques. Si on suspecte une Conerinebacterium diphtheriae, il faut nous le dire parce que c'est des milieux spécifiques qu'il faut réaliser au laboratoire. Mais c'est quand même très très rare. Et l'antibiogramme, on va le faire uniquement si on met en évidence une souche potentiellement pathogène. Donc un QCM, un patient âgé de 30 ans vient consulter car il présente des douleurs de type d'angine avec de la fièvre. Quelle est votre attitude? Vous le traitez immédiatement par amoxicilline? Non. Vous effectuez un test rapide à la recherche de Streptococcus pneumoniae? Non. Vous effectuez un test rapide à la recherche de Streptococcus agalaxiae? Non, ça c'est le strepto B. Vous effectuez un test rapide à la recherche de Streptococcus pyogenes? Donc oui, le strepto A. Vous prélevez ces amygdales et envoyez l'écouvillon au laboratoire de bactériaux à la recherche de streptocoque du groupe A à la seule fin d'avoir un antibiogramme. Donc non, on le fait vraiment en cas de récidive, en cas d'allergie à l'amoxicilline et un risque de résistance aux macrolides, mais ce n'est pas du tout systématique.